Nous avons envoyé plus de vaisseaux spatiaux pour étudier l'environnement de Mars que toute autre planète. Nous n'avons aucune preuve que la vie existe ou ait jamais existé sur la planète rouge. Mais cela n'a pas empêché certaines personnes de se poser des questions. Principalement à cause des photos que les rovers Perseverance et Curiosity de la NASA prennent régulièrement de la surface de Mars. N'hésite pas à les regarder par toi-même sur Internet. Elles sont gratuites et accessibles à tous. Au fil du temps, des formes bizarres sont apparues ici et là sur ces photos, faisant croire à certains qu'il y aurait des sortes de créatures qui y vivent. En 2008, l'un des rovers a pris une photo d'un rocher qui ressemblait beaucoup à une silhouette féminine. D'autres photos semblaient montrer des silhouettes d'animaux, des ustensiles ou des objets semblables à ceux que nous avons sur Terre. Encore une fois, il y a peu ou pas de preuves de cette théorie, car les roches peuvent avoir toutes sortes de formes et de tailles. Mais il est vrai qu'en voyant certaines photos, on est amené à se poser des questions. De nombreuses personnes de la communauté scientifique considèrent Mars comme le meilleur endroit pour une installation à long terme, même si notre Lune est plus proche. Tout d'abord, parce qu'on pense qu'il y a bel et bien de l'eau sur Mars. Elle est simplement emprisonnée dans des lacs souterrains gelés. En revanche, le sol ne semble pas être riche en nutriments, et il pourrait contenir des produits chimiques dangereux. De plus, sur la planète rouge, la force gravitationnelle ne représente que 38% de celle de la Terre. Il est donc facile de transporter des objets lourds ici. Sur notre Lune, à titre de comparaison, la force gravitationnelle ne représente qu'environ 16,6% de celle que l'on trouve sur Terre. Ici, sur Terre, des experts étudient déjà la question de savoir comment nous pourrions vivre sur Mars. C'est parce que certaines régions de la Terre imitent de près les conditions plus rudes de Mars. L'île Devon, par exemple, située dans l'archipel arctique canadien, est la plus grande île inhabitée de notre planète. Il est facile de comprendre pourquoi il est si difficile d'y vivre. Le sol reste gelé toute l'année et la partie orientale de l'île est recouverte d'une épaisse calotte glaciaire. Les étés durent moins de 50 jours et ne sont pas vraiment chauds. Peu de plantes sont capables de pousser là, de sorte qu'aucune espèce animale ne peut s'adapter pour prospérer et se multiplier. C'est pourquoi le projet Autumn Mars a démarré ici en 1997 pour offrir aux astronautes des possibilités d'études uniques. Il y a peu d'options ici en termes de logistique et de transport, et communiquer avec les personnes en dehors de l'île est aussi un peu plus difficile. Tout cela à cause de la température et du sol stérile. Mais si on pouvait trouver des solutions pour vivre là, on pourrait peut-être le faire sur Mars aussi. Mais quel que soit l'entraînement suivi, les conditions sur Mars sont actuellement inhospitalières. Il y fait notamment très froid. En moyenne, la température est d'environ moins 63 degrés Celsius. Même en été, il ne fait jamais plus de 30 degrés. Et pour couronner le tout, l'atmosphère de la planète est composée de 95,3% de dioxyde de carbone. Donc, il n'y a littéralement aucun moyen de respirer là-bas sans dispositifs spéciaux. Mars n'a pas non plus de champ magnétique à sa surface. Elle est donc attaquée par le rayonnement du Soleil. À cause des variations de température, Mars subit souvent de puissantes tempêtes de poussière, qui peuvent recouvrir la planète entière. Techniquement, ces tempêtes ne peuvent pas nous suivre physiquement, mais la poussière peut obstruer les appareils électroniques et rendre instables les instruments à énergie solaire. On sait aujourd'hui que la vie telle que nous la connaissons est impossible sur Mars, mais a-t-elle jamais existé ? C'est une question débattue depuis longtemps par les scientifiques, depuis que les enquêtes de la NASA ont déterminé que certaines régions de Mars ont été habitables à un moment donné. On ne sait pas pendant combien de temps ni à quelle époque. Et ce n'est pas parce que quelque chose aurait pu vivre que cela s'est réellement produit. D'autres photos récentes de Mars ont montré un coucher de soleil nuageux. Cela signifie-t-il qu'il pleut aussi sur la planète rouge ? Pas vraiment. Pour commencer, sur notre planète, les nuages font des vapeurs d'eau. Et lorsqu'il commence à pleuvoir, l'eau atteint la surface de notre planète sous forme liquide. Ce processus n'est pas le même sur Mars. Étonnamment, il y a plus d'eau dans les nuages de Mars, mais ils sont composés d'eau glacée, un peu comme un fin brouillard glacé. Combiné à l'atmosphère mince et aux températures froides, cela empêche les nuages de tomber à la surface. Les couchers de soleil sont différents là-bas aussi. Selon les spécialistes de la NASA, il y a de la poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le soleil beaucoup plus visible sur Mars, de sorte que les couchers de soleil ont davantage une teinte bleutée. Comme la Terre, Mars est inclinée sur son axe, ce qui signifie qu'elle a aussi des saisons.
Comme l'hémisphère sud est dirigé vers le Soleil lorsque Mars est le plus éloigné, les hivers y sont beaucoup plus froids et les étés beaucoup plus chauds. Le calendrier est aussi différent sur Mars. Une année y dure environ 1,88 années terrestres. Une journée y est un peu plus longue que 24 heures. Même si on devait un jour déménager sur Mars, il faudrait toujours communiquer avec notre Terre. Ce serait un peu difficile à faire puisqu'un message envoyé mettrait environ 15 minutes à atteindre sa destination. Ce n'est pas si énorme compte tenu de la distance totale, mais cela rendrait les appels vidéo plutôt ennuyeux. Aussi difficile que cela puisse être pour l'instant d'y vivre, il y a tout de même beaucoup de choses à voir. Certains scientifiques pensent que si nous parvenions à coloniser complètement Mars, une liste d'endroits serait rapidement déclarée parc national. Comme par exemple la zone entourant Olympus Mons, qui est le plus grand volcan connu du système solaire, s'étendant sur plus de 25 km. Valles Marineris serait aussi un de ces endroits. C'est un énorme complexe de vallées dont la distance est à peu près celle de Los Angeles à New York. Mars possède aussi de chouettes calottes polaires, qui connaissent parfois des chutes de neige sèches. Saturne et Uranus sont des planètes uniques dans notre système solaire grâce à leurs anneaux. Mars n'en a peut-être pas encore, mais pourrait bien avoir son propre anneau à l'avenir. Ne nous emballons pas trop non plus. On estime que cela pourrait prendre des dizaines de millions d'années. La plus grande lune de Mars, appelée Phobos, sera déchirée à un moment donné. Les débris qui en résulteront se déposeront dans un anneau rocheux autour de Mars, ressemblant à celui de Saturne et d'Uranus. En parlant de lunes, Mars en a deux, en tout cas à notre connaissance. En plus de Phobos, il y a aussi un autre objet appelé Deimos. Les deux ont été découvertes par un astronome américain nommé Asaph Hall en 1877. Le scientifique était sur le point d'abandonner sa quête des lunes de Mars. Mais heureusement, on l'a incité à poursuivre le projet. La nuit suivante, il est tombé sur Deimos. 6 jours après cette première découverte, il a trouvé Phobos. Ces deux objets spatiaux pourraient être en fait des astéroïdes, capturés par la gravité de Mars. Une autre théorie suggère qu'ils se sont formés en orbite autour de Mars, à peu près au même moment où la planète est apparue. Le fait que Mars ait une gravité vraiment faible pourrait aussi être la raison de cet événement fascinant. Mars a été frappé par de gros astéroïdes il y a de nombreuses années, tout comme notre planète. Une grande partie de ces débris est sûrement retombée à la surface, mais certains ont été éjectés dans l'espace car la gravité de Mars n'était pas assez forte pour les attirer. Ils ont fait un sacré voyage, certains d'entre eux ont même fini sur Terre. Ces morceaux de Mars nous ont d'ailleurs aidés à comprendre les caractéristiques uniques de la planète rouge. Nous avons continué à envoyer des robots sur la planète rouge avec beaucoup de succès au cours des dernières décennies. Mais il est encore assez difficile d'imaginer que les humains atterrissent sur Mars. Même en considérant la technologie actuelle des fusées, le voyage prendrait 6 mois. Et c'est un scénario optimiste si tout se passe bien à bord. Après l'atterrissage, les humains seront exposés aux radiations de l'espace lointain et à la microgravité. Ces deux éléments ont de graves effets sur le corps humain, et nous n'avons pas encore trouvé les moyens de les contrer. C'est pourquoi les recherches sont menées en permanence sur la Station spatiale internationale concernant les effets à long terme de la microgravité. Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail. Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée, et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain.
Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop. En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux, qui ressemblent à des veines, traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder. Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon? Il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête. Waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeant de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près? Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaques tectoniques actives en mouvement? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques.
L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicates, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roches. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique. Faisons une autre comparaison. L'un des canyons les plus célèbres de la Terre est le Grand Canyon en Arizona. Mais il est 10 fois moins long et environ 4 fois moins profond que le canyon de Mars. Certains scientifiques pensent que Valles Marineris est le bord d'une énorme plaque tectonique. Elle se déplace si lentement que presque rien ne s'est produit dans cette région depuis des millions d'années. Et le mouvement de cette plaque a probablement commencé il y a 3,5 milliards d'années. Bref, la seule chose qu'il reste sur ta liste de choses à faire aujourd'hui est de visiter les lunes de Mars. Elles sont parmi les plus petites du système solaire. Phobos est la plus grande des deux. Elle orbite à seulement 6000 km au-dessus de la surface martienne. Il n'y a aucune autre lune connue qui se déplace plus près de sa planète mère. Elle orbite autour de la planète rouge 3 fois par jour, alors que la seconde lune, Deimos, a besoin de 30 heures pour effectuer son orbite. Phobos se rapproche de plus en plus de Mars, environ 2 mètres tous les 100 ans. D'ici 50 millions d'années, elle s'écrasera sur la planète ou se brisera pour former un anneau autour d'elle. Heureux mais épuisé, tu retournes à ton vaisseau spatial. Demain, tu continueras à explorer la magnifique planète rouge. Et qui sait quelles nouvelles trouvailles t'attendent? Tu te réveilles dans ton logement ultra moderne, tu sors sur le balcon et tu admires au loin l'incroyable tempête de sable. Le mur ocre s'approche et a déjà atteint le parking où se trouve ta brillante fusée Starship. Quand la tempête se calme, tu enfiles ta combinaison spatiale, tu montes dans ton rover et tu te rends au boulot. Ton travail consiste aujourd'hui à surveiller les instruments de l'usine d'extraction d'eau douce. Le soir, ton service se termine et tu rentres chez toi. Le robot de cuisine a déjà préparé le dîner. Des frites à base de pommes de terre qui poussent ici même, sur Mars. Ce scénario pourrait se réaliser dès 2050, et même plus tôt. Elon Musk prévoit d'envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici là. C'est très ambitieux, et incroyablement difficile à réaliser. Voler vers Mars est très coûteux et très long, et se déroule en plusieurs étapes. Dirigeons-nous vers la rampe de lancement où le premier vaisseau est en train d'être préparé pour le décollage. La fusée se compose de 2 parties. La première est le propulseur super lourd. Il aidera le vaisseau à surmonter la gravité de la Terre et à quitter notre planète. Il doit amener le vaisseau en orbite, puis se désamarrer et atterrir sur la Terre. À ce moment-là, le vaisseau doit rester en orbite, ayant consommé presque tout son carburant au décollage. L'étape suivante consiste à ravitailler le vaisseau en orbite. Le propulseur décolle à nouveau de la plateforme de lancement et transporte le carburant pour le vaisseau spatial principal. Le vaisseau est encore vide car il ne faut pas dépenser trop de carburant pour le sortir de l'orbite. C'est donc au tour d'une autre fusée d'appoint de transporter un autre chargement pour le Starship. La nourriture, les matériaux de construction et le matériel de recherche sont empilés dans la soute. Enfin prêt, notre vaisseau spatial entame son long périple vers Mars. Pour le moment, seul un vaisseau est prévu pour être lancé. Mais il ne peut contenir que 100 personnes, alors qu'il est prévu d'en envoyer 1 million. C'est presque la moitié de la population de Paris intramuros. Cela signifie que nous aurons besoin d'au moins 10 000 vaisseaux pour toute la mission. Et d'encore plus de fusées d'appoint pour faire le plein et envoyer des cargos en orbite. Si l'on considère qu'un vaisseau coûte environ 8 milliards de dollars, cette mission coûterait une sacrée jolie somme. La clé pour résoudre ce problème est la réutilisation de ces vaisseaux. Une fois que le vaisseau a livré ses passagers sur Mars, il doit être ravitaillé en carburant et renvoyé sur Terre pour le prochain chargement. Une sorte de bus spatial en somme. Un autre problème est le temps. Les orbites de la Terre et de Mars ne sont pas parfaitement circulaires.
elles sont de longueurs différentes et font des rotations autour du Soleil à des vitesses différentes. Lorsque la Terre et Mars sont les plus éloignées l'une de l'autre, la distance entre elles est d'environ 400 millions de kilomètres. Et la distance la plus courte, lorsque la Terre est parfaitement entre le Soleil et Mars, est de 55 millions de kilomètres. C'est notre objectif. La Terre et Mars se rencontrent à cette distance une fois tous les 26 mois. Et c'est donc le moment idéal pour lancer une fusée afin de réduire au maximum la durée du vol, entre 6 et 8 mois. Si le premier vol est prévu pour 2025 et que nous envisageons de terminer la mission en 2050, nous n'aurions que 12 fenêtres de vol de ce type. Nous devrions donc lancer au moins 833 vaisseaux dans chaque fenêtre. Ensuite, il y a l'apesanteur. Lors d'un voyage vers Mars, les gens passeront plus de temps en apesanteur que les astronautes passent actuellement sur la Station spatiale internationale. Sans gravité, leurs muscles s'affaiblissent. Même la distance entre leurs vertèbres augmente légèrement. Ainsi, pendant les missions, les astronautes grandissent un peu. Tout au long du voyage, l'équipe devra s'entraîner constamment dans le gymnase pour être prête pour le dur labeur de l'arrivée sur Mars. En plus des vaisseaux avec des passagers à bord, il faudra aussi des vaisseaux de fret. Lorsque les gens arriveront sur Mars, ils devront construire une ville entière à partir de rien. Matériaux de construction, outils, machines, la masse de cargaison qu'un Starship peut emporter à bord est d'environ 75 tonnes. Cela équivaut à environ 30 véhicules de type SUV. Nous aurons donc besoin de beaucoup plus de vaisseaux pour obtenir tout ce dont nous avons besoin, et cela double le coût de toute la mission. Mais il y a un moyen moins cher de se rendre sur Mars, une station passerelle sur la Lune. C'est un peu comme l'ISS, mais en orbite autour de notre satellite naturel. Elle aura aussi de nombreux modules pour les astronautes. Des plateformes d'habitation, de stockage, des quais pour les vaisseaux et des unités de recherche. Le fait est qu'il est beaucoup plus facile pour un vaisseau spatial de se lancer depuis une telle station, car il n'y a pas de gravité. Et puis le vaisseau n'a pas besoin d'utiliser une quantité incroyable de carburant pour quitter l'atmosphère terrestre. Il a fallu environ 150 milliards de dollars pour construire l'ISS. Et la construction de la passerelle pourrait être encore plus coûteuse, mais cela devrait nous permettre d'économiser de l'argent à l'avenir. Le petit vaisseau spatial Orion transportera les astronautes de la surface de la Lune à la station. Ensuite, après une préparation, les astronautes feront un long voyage vers Mars. Maintenant, avançons un peu dans le temps. Les premiers vaisseaux ont livré leur chargement à la surface de la planète rouge. Les parasols et les chaises longues devront attendre car il est temps de construire la ville et de préparer l'arrivée du prochain groupe de passagers. La priorité numéro 1 est l'énergie. Pour cela, nous pouvons utiliser des panneaux solaires comme sur Terre ou des centrales nucléaires. L'étape suivante consiste à construire des maisons. En raison de l'absence d'atmosphère sur Mars, rien ne nous protégera des radiations du Soleil. Une bonne option est donc de construire des maisons sous terre. Maintenant, il faut s'occuper de l'extraction de l'eau. Il y a des calottes glaciaires au pôle de Mars. On peut donc y puiser de l'eau. Ensuite, l'oxygène. Les plantes peuvent nous y aider. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'air de Mars, qui sert en quelque sorte de nourriture aux plantes vertes. Et elles vont en échange libérer de l'oxygène. Tout ce que nous avons à faire, c'est de collecter cet oxygène et de l'utiliser pour respirer. Tôt ou tard, la nourriture que nous apporterons avec nous s'épuisera. Nous devrons donc faire pousser de la nourriture directement sur Mars. Cela nécessite des engrais et des serres. Maintenant que tout le reste est réglé, la tâche principale est de produire du carburant. Nous en avons besoin pour les véhicules et pour que les fusées puissent rentrer sur Terre. Le carburant peut être extrait du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et de l'eau. Tout cela va devoir se faire dans des conditions totalement inconnues. La gravité sur Mars est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais une exposition prolongée à une gravité aussi faible peut aussi nuire à ton corps. Maintenant qu'il y a une ville entière à la surface de la planète, il est temps de transformer Mars en quelque chose de plus confortable, ressemblant à la Terre. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Nous devons augmenter la pression dans l'atmosphère afin que l'eau puisse y exister non seulement sous forme de vapeur ou de glace, mais aussi sous forme liquide. Nous devons également augmenter la température à la surface. Notre objectif est une moyenne de 20 degrés Celsius. En ce moment, on est plutôt autour de moins 63 degrés Celsius. Il nous faut aussi une couche d'ozone, comme sur la Terre. Elle doit nous protéger du rayonnement solaire. Enfin, nous pouvons commencer à créer la biosphère.
c'est l'ensemble des organismes vivants, des plantes et des animaux. Petit à petit, Mars commencera à ressembler à la Terre dans ses meilleures années. Pour tout cela, les scientifiques ont trouvé de nombreuses solutions. Par exemple, un grand astéroïde pourrait être largué à la surface de Mars. Cela réchaufferait l'atmosphère et y apporterait plus d'eau et de gaz. La planète pourrait aussi être peuplée de différentes bactéries. Dans les laboratoires sur Terre, les scientifiques ont simulé les conditions à la surface de Mars et ont réalisé que de nombreuses bactéries peuvent y survivre. Tant qu'elles vivent, elles peuvent libérer de l'oxygène et d'autres gaz dans l'air. De plus, nous pourrons construire des biodômes. Il s'agit d'une sorte de serre avec des conditions favorables. La vie s'y développera et le sol de Mars deviendra progressivement propice à la vie. L'une des solutions les plus simples est l'effet de serre. Sur Terre, il contribue au réchauffement de la planète. Mais sur Mars, les émissions de gaz des voitures et des usines peuvent contribuer à créer une atmosphère. De façon optimiste, il pourrait falloir 300 à 1000 ans pour changer la face de la planète rouge. D'autres scientifiques affirment que cela prendra des millions d'années. Ce n'est qu'alors que les humains pourront enfin enlever leur combinaison spatiale et leur masque à oxygène et se sentir sur Mars comme chez eux.